Juste avant de commencer cette intervention, on voulait resituer un peu le projet dans son échelle temporelle. Donc c'est un projet qu'on a démarré en travaux en juillet 2023, donc il n'y a pas très longtemps. Mais la genèse de ce projet remonte en décembre 2017 dans le cadre de l'appel à projet Réinventons la métropole du Grand Paris. Donc notre intervention va se structurer suivant ce plan-là. Dans un premier temps, on va parler de la concept story architecturale, comment on en est venu à l'objet qu'on vous présente aujourd'hui. Ensuite, on va détailler un petit peu comment on a fait pour que ce projet puisse avoir une durabilité sociale maximale. Et enfin, on parlera de la biodiversité. Ok. Donc, ce projet, c'est donc un projet qui est situé, si on prend la situation géographique, on est donc à Issy-les-Moulineaux, dans un cadre urbain assez dense. On est à proximité immédiate du RER, de la future ligne 15, et donc entre deux axes assez importants de la ville. Et sur cet îlot, il y avait donc un enjeu de densité et de connexion au quartier. Donc, comment on en est arrivé à ce projet ? L'ambition, c'était donc du coup vraiment de faire un projet à la fois dense et à la fois avec des qualités urbaines, sociales et environnementales importantes. Le projet a été beaucoup porté par la ville également. Donc, comme on est dans un environnement très dense, on a un gabarit maximum qui nous autorise à aller jusqu'à 50 mètres. Si on prend l'emprise du programme lui-même, on voit qu'on avait vraiment un peu de marge dans l'emprise du projet. Donc on a commencé par faire un offset des limites parcellaires, se laisser de l'espace en périphérie du bâtiment pour pouvoir ajouter des choses à ce projet. Donc quand on redistribue le programme, on voit qu'on atteint ces 50 mètres, qu'on va faire un programme, un bâtiment qui fait 18 niveaux, on l'assume. Et ensuite, on va le ponctuer d'espaces qui sont partagés, communs, donc le rez-de-chaussée, une fenêtre urbaine en milieu du bâtiment et une toiture qui va rester une toiture vraiment partagée et occupée. Ensuite de ça, on anime les façades avec un langage de volume tiré ou poussé, les pop-out, les pop-in, qui vont donc animer le bâtiment sur sa hauteur. Ensuite, on va développer tout l'aspect social autour de ce projet, c'est-à-dire comment connecter tous ces habitants qui sont sur ces 18 niveaux. Et l'idée, c'était donc de les connecter via un parcours qui fait le tour du bâtiment, depuis vraiment le rez-de-chaussée jusqu'à la toiture, qui connecte tous ces espaces. Et enfin, donc on enveloppe le tout dans une serre comme un abri protecteur qui va vraiment abriter tous ces usages dans l'espace périphérique. Donc c'est un projet qui a toute une terminologie. Sur ce projet, on parle du cactus, des pop-out, des pop-in, de la serre, avec ses balcons. Donc le cactus, c'est vraiment le bâtiment tronc avec cette sorte de mosaïque tridimensionnelle qui est développée par les volumes qui sont saillants et rentrants. C'est un bâtiment qui est en béton préfabriqué bas carbone. Ensuite, on lui ajoute donc des espaces extérieurs qui sont privatifs, qui vont ponctuer tout le bâtiment. C'est des balcons, des jardinières, dont on va reparler après. Le cheminement commun, qui tourne tout autour du bâtiment, jusqu'en toiture, et la structure périphérique qui abrite tout cet écosystème, qui sera, lui, l'univers du RAC, de la serre. C'est, à contrario du bâtiment qui a un monochrome beige, un langage assez léger, tout en métal blanc cassé, on va dire. Donc voilà. Si on voit l'overview du bâtiment, ça va donner ça. Je vais vous donner quelques images d'insertion urbaine. La vue depuis le RER et la venelle publique, parce que c'est un bâtiment, Adhémar va vous en parler, mais qui a une insertion urbaine qui est assez forte avec le quartier.
notamment par le socle du rez-de-chaussée. Donc je vais te laisser parler. De la durabilité sociale, qui est vraiment une ambition forte de ce projet. Voilà, je te laisse. Merci beaucoup. Donc comme le disait Charlotte tout à l'heure, on est dans un îlot qui est complètement enfermé, le pâté de maison qui est donc assez conséquent mais qui est complètement clos. Et donc l'idée, ça a été de recréer de la porosité au sein de cet espace pour pouvoir connecter les deux rues qui sont de part et d'autre du projet. Et donc ce niveau de rez-de-chaussée qu'on appelle le socle, en fait, vient être aménagé de deux espaces qu'on appelle des venelles, donc qui sont traversants entre ces deux rues. Et l'idée, c'est que cet espace-là, il soit un lieu de rencontre entre tous les habitants de l'immeuble. Et donc le hall des deux cages est commun, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous habitez dans l'immeuble, vous passez à cet endroit-là, et donc vous faites rencontrer les différents habitants de tout l'immeuble. Et cet espace, donc on le voit sur la chronométrie ici, il vient envelopper les deux commerces qui ne sont pas encore définis, les usages futurs de ces commerces ne sont pas encore définis, mais ça va vraiment, voilà, les flux sont vraiment complètement mélangés. Et ensuite, il y a deux ambitions pour ces venelles. Celle que vous voyez en bas de l'image, qu'on appelle la venelle nord, parce qu'elle est au nord, qui est en fait l'accès réservé aux copropriétaires pour pouvoir accéder à leur immeuble. Et la venelle sud, donc qui est en haut de l'image, on est en discussion avec la ville pour savoir un peu quelle ambition on va donner à cette venelle, pour savoir si ça sera ouvert au public ou pas. Et ça sera une discussion qu'on devra aussi co-construire avec la copropriété. Et ensuite, vous voyez donc, au milieu de l'image donc le hall double hauteur avec deux murs rideaux. Vous voyez le début de la genèse de l'escalier qui va venir, du coup, comme le disait Charlotte, s'enrouler tout autour de l'immeuble. Cet escalier, il nous a pas mal questionné, on a eu beaucoup d'échanges dessus. Et on a fait un gros travail sur les logements pour limiter au maximum les vis-à-vis qu'il pouvait y avoir sur les pièces de vie. Et donc on a vraiment pensé l'aménagement des logements en fonction de cet escalier. Il fait à peu près 1,5 km de long, donc voilà, le footing le matin sera intense pour les courageux. Et donc cet escalier, il relie les trois grands espaces sanctuarisés, ces trois grands espaces partagés. Donc il y a la venelle dont on vient de parler, enfin les venelles. Il y a un espace qui s'appelle la fenêtre urbaine qui est au R+9 que vous voyez en jaune sur l'image de gauche. Et le rooftop au dernier étage. Si on fait un petit focus sur la fenêtre urbaine, donc cet espace il fait 150 mètres carrés. Et l'idée c'est de faire un espace qui soit un petit peu hybride, qui puisse permettre c'est comme un deuxième séjour, mais qui est partagé avec tous les habitants de l'immeuble. Donc il y aura du mobilier, enfin voilà, ils pourront se retrouver à cet endroit-là. Et si on continue donc, notre promenade, donc l'escalier part de ce R+9 et ensuite il va continuer à cheminer tout autour de l'immeuble pour arriver au rooftop. Cette toiture, l'ambition, ça a été de faire vraiment un jardin suspendu. L'espace, il offre à peu près 680 mètres carrés et 50% de cet espace est végétalisé. On reviendra dans un second temps sur comment on l'a végétalisé. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'offrir un espace qui soit extrêmement riche. Ça va offrir une vue à 365 degrés sur Paris, donc avec la forêt de Meudon au sud et la skyline de Paris au nord, avec notamment la Tour Eiffel, Montmartre, la Défense. Donc ça sera un espace assez époustouflant. En complément des espaces communs, il y a également de nombreux espaces privatifs. Pour donner quelques chiffres, on a à peu près 2700 m² d'espaces privatifs, donc qui sont vraiment dédiés aux copropriétaires. En équivalent CHAB, ça fait à peu près 25% de surface CHAB, mais à l'extérieur. Et donc on a minimum un espace extérieur par appartement, et en moyenne ça fait 13 m² par logement de surface privative extérieure. Donc tous ces espaces extérieurs privatifs, ils s'adaptent à la morphologie et du cactus et de la serre. Et du coup ça nous donne des espaces qui sont vraiment faits sur mesure pour pouvoir coller au maximum avec les usages. Ils sont pensés comme étant de plein pied sur les séjours. Et chaque espace extérieur privatif est agrémenté d'une jardinière. Ces jardinières, ce n'est pas juste des petites jardinières
de balcon, c'est vraiment des éléments qui font 1 mètre de large, il y a 80 cm de substrat. Donc voilà, c'est des éléments qui ont vraiment vocation à porter de la biodiversité. Et voilà, être vraiment support de biodiversité. Donc là, vous voyez un peu l'illustration de ce qu'on souhaite, réaliser. Ok. Donc, on a des ambitions sur la durabilité sociale du bâtiment à l'échelle de comment on fait se rencontrer les gens, ce que vous a expliqué Adhémar. Et après, une fois qu'on rentre dans les appartements, on a gardé cette même ambition pour offrir une qualité d'habiter qui soit vraiment poussée au maximum. Donc, d'abord par la diversité programmatique, c'est un bâtiment sur lequel il y a du logement social, du logement intermédiaire, de l'accession, des logements en location, qui sont pensés indifféremment sur les 2 cages et avec un accès qui n'est pas distinctif sur les espaces communs. Les appartements, donc, vont du T1 au T5, sont vraiment pensés pour abriter tout type d'habitants. Et on a mis l'accent sur la qualité des appartements parce que du coup cette géométrie, cette volumétrie crée beaucoup de diversité, encourage vraiment facilement des orientations différentes pour les appartements. On a aussi beaucoup d'appartements qui sont traversants dans le cœur du bâtiment et aussi des appartements qui profitent des orientations qui sont vraiment favorables. Et l'aménagement de ces appartements a aussi été pensé dans un vrai lien intérieur-extérieur entre l'appartement et son balcon, dont vous a parlé Adhémar, avec tout ce catalogue de balcons différenciés qui sont développés sur l'ensemble du projet. Ça fait que, globalement, sur les 190 logements, chacun a un appartement avec une configuration qui sera différente et qui offrira des possibilités d'habiter différentes. Si on rentre dans l'aménagement vraiment des appartements, on a essayé de réfléchir dans les appartements du T3 au T5 sur la flexibilité des usages, comment on permet aux appartements d'évoluer sur des usages, soit sur une journée, quelqu'un qui travaille chez lui, sur une semaine ou un mois, des familles recomposées, ou sur l'évolutivité d'un appartement sur 10 ans, 15 ans, quand la famille évolue. Donc pour ça, on a vraiment réfléchi l'appartement en ayant l'espace de vie qui se connecte avec une pièce annexe dont la fonction peut varier, avec aussi un type de cloisonnement assez facilement interchangeable, suivant les demandes. Donc on peut avoir, sur cet exemple, une cloison normale, fixe. On peut avoir une cloison vitrée qui permet de profiter visuellement de l'espace tout en l'utilisant sur un usage différent et qui peut aussi être une cloison pliante, le cas échéant. On peut avoir une cloison type cloison bibliothèque qui va être une limite plus poreuse entre les 2 espaces, où on peut complètement avoir une cloison pliante. Donc l'aménagement aujourd'hui des appartements, il permet aussi, dans une réflexion simple, de faire évoluer son logement. Voilà. Donc pour la durabilité sociale, on a également la gestion des ressources, pour laquelle je repasse la main à Adhémar. Merci. Donc tout l'apport calorifique du bâtiment, il est fait par un réseau de chaleur qui est déployé à l'échelle de la ZAC. L'ambition qui est portée par l'aménageur, c'est d'avoir un taux d'ENR de 70%. Donc concrètement, comment est apportée cette chaleur? Il y a un échangeur qui va être installé sur les égouts de la ZAC pour récupérer toutes les calories disponibles, en complément d'une station de géothermie. Et il y a une chaufferie de secours qui va être installée pour pouvoir pallier à l'éventuelle défaillance d'un des 2 systèmes ou en cas de maintenance. Et donc il y a donc cette station primaire qui est créée au sein de la ZAC. Et ensuite, dans chaque bâtiment, îlot de la ZAC qui est raccordé sur ce réseau, il y a une sous-station qui sera entretenue par le gestionnaire. Donc gestionnaire qui est Veolia. En termes de labels et de certifs, donc le projet s'inscrit dans la démarche Biodiversity. On va redétailler ce point-là juste après. Et 100% des logements sont certifiés NF Habitat HQE.
Alors comme je l'avais dit tout à l'heure en introduction, voilà, c'est un projet qui démarre vraiment en décembre 2017. Donc quand on a lancé le projet, le référentiel RE 2020 n'était pas encore totalement arrêté. Donc on avait comme une ambition qui était de répondre, en tout cas du côté thermique, à quelque chose d'un peu ambitieux. Donc on a demandé à ce que notre projet soit plus performant que la RE 2020, que la RT 2012, pardon, je vais y arriver, mais donc de 20%. On va arriver à la troisième partie de notre intervention, donc en ce qui concerne la biodiversité. Le site initial, donc, qui était, comme on le disait tout à l'heure, extrêmement enclavé dans l'îlot qui était autour, mais également c'était des bâtiments industriels avec très peu de place pour la végétation. Enfin, il y avait des espaces un petit peu végétalisés, mais c'était très aléatoire. Et donc on a cherché, avant de démarrer le projet, on a fait faire un diagnostic de la faune et de la flore qui était existante. On s'est appuyé notamment sur la société Odyssée avec notre écologue. Et on a cherché à réintroduire cet écosystème existant dans le futur projet. Et donc voilà, on va vous détailler un peu ce qu'on a co-construit avec Alice Tricon, notre paysagiste. Donc on va donner quelques chiffres un peu pour vous montrer un peu l'ambition qu'on a eue. Au total, sur le projet, il y a à peu près 1300 m² de substrat, donc ça concerne et les espaces privés avec les jardinières et les espaces partagés. Mètres cubes, du coup. C'est des mètres cubes. Mètres cubes, pardon, excusez-moi, mètres cubes. J'arrive. Et donc en fait, ces espaces-là, ceux qui sont sur les parties privatives, ils vont être accessibles aux habitants. L'idée, c'est que les habitants puissent prendre possession de ces espaces, les faire vivre, mais également s'il y a des habitants qui ont moins la main verte entre guillemets, il ne faut pas que ça soit une charge pour eux. Donc ces espaces, en fait, sont des parties communes, mais à jouissance exclusive pour les habitants. Donc en fait, dans les faits, ils sont entretenus par la copropriété. Tous les travaux lourds, type taille annuelle ou biannuelle, sont faits par la copropriété. L'arrosage est fait par un système goutte à goutte qui est branché sur la copropriété, donc les habitants n'ont pas entre guillemets à les arroser. Ils peuvent le faire s'ils le veulent. Mais du coup, ce qui permet de faire en sorte que ces espaces ils vivent dans le temps et que ça ne soit pas des arbres morts dans 2 ans. En termes de compensation carbone, en 10 ans, toute la faune toute la flore qui sera installée permettra de compenser 28 allers-retours Paris-New York. Donc ces espaces, ils ont été séquencés en différentes zones, parce que vous en doutez que les conditions climatiques à 50 mètres de haut ne seront pas les mêmes qu'au rez-de-chaussée. Et ils ont également été pensés en fonction des expositions, des 4 expositions du bâtiment. Donc en intro, je disais qu'on cherchait à récupérer, à réimplanter les espèces qui étaient existantes sur le site. Donc 70% des espèces végétales qui sont plantées sur l'opération sont d'origine autochtone. Donc elles étaient là avant le projet, sur le site. Je vais détailler très rapidement les palettes végétales de chacun de ces espaces. Donc au rez-de-chaussée, les essences, elles sont vraiment pensées pour que ça puisse être un espace qui vive en fonction des saisonnalités, pour que en été comme en hiver, on ait un espace qui soit vert et qui soit un petit peu durable. Et il y a eu toute une volonté d'intégrer au maximum cette végétation dans la minéralité du rez-de-chaussée. Il y a notamment, alors je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais on a cherché à imprimer des feuilles dans le béton, dans les revêtements de sol. Voilà, petit clin d'œil qui est très cher à Alice Tricon. Si on s'intéresse maintenant aux étages, donc les essences elles sont majoritairement graphiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des fleurs, des espèces comestibles, type menthe, basilic, etc. Voilà, ces espaces aussi sont destinés aux habitants, donc ils pourront eux également planter des choses s'ils le souhaitent, sachant que l'utilisation est évidemment un petit peu encadrée dans le cadre du règlement de copropriété, pour qu'on ne se retrouve pas avec du bambou, pour ne citer que ça, pour notre étanchéité. Et enfin, donc, sur la toiture, donc cet espace, donc, il est planté à 50%. Il va accueillir un potager partagé et on espère que ce sera vraiment un lieu fort de rencontre entre les habitants.
Et il y a ce que Alice appelle le jardin luxuriant, donc on va avoir un endroit avec des arbres de grande hauteur. Donc il y a tout un système pour pouvoir les accrocher sur la dalle pour pas qu'ils s'envolent. Parce qu'à 50 mètres de haut, il y aura un petit peu de vent. Et donc enfin, il y a ce que Winima s'appelle les pots, donc qui sont les jardinières. Donc toutes ces jardinières, voilà, elles sont toutes différentes, elles sont toutes ancrées sur les balcons. Et voilà, pour donner un autre chiffre, il y a 390 arbres qui vont être plantés sur l'opération. Sur le site existant, il y en avait à peine une dizaine, qui étaient plus d'ailleurs des arbustes que des arbres. Et parmi ces 390 arbres, il y en aura 17 qui font plus de 6 mètres de haut. Donc voilà, on cherche vraiment à mettre de beaux sujets. Et il y aura à peu près 3000 arbustes. Je te laisse la main pour parler de la faune. Alors on va essayer d'aller vite. Mais donc, pour parler de la biodiversité, donc on a parlé de toute la flore qu'on va développer sur le projet, donc ce village vertical qui vraiment se développe avec ses jardins du rez-de-chaussée au R+18. Mais on a aussi développé la biodiversité dans le souci de créer un véritable écosystème avec la faune. Donc là aussi, on s'est vraiment appuyé sur l'écologue qui a défini les essences, plutôt les habitants préexistants et les espèces à encourager. Donc on a parlé des habitants non humains, on a eu énormément de discussions et un travail très poussé sur les habitants, la sociologie des habitants non humains sur ce projet. Donc on a identifié un certain nombre d'espèces d'oiseaux, de chauves-souris et des insectes, avec chacun leur habitat naturel, jusqu'à quelle hauteur ils volent, sur quelle façade, vers quelles orientations ils privilégient pour nidifier, et dans quelle configuration. Donc on a créé toute cette sociologie des animaux, avec des clusters, ceux qui doivent être éloignés, ceux qui doivent être approchés. Et on a donc intégré autant que possible les habitants non humains dans l'architecture. Donc les insectes vont plutôt dans les espaces végétalisés qu'on a déjà détaillés, qui sont nombreux. Et les oiseaux et les chauves-souris prennent place dans des nichoirs qui sont directement intégrés dans la façade, qui sont des nichoirs en béton de bois teintés, qui ne seront pas des verrues, qui seront vraiment là et qui sont positionnés par petits groupes pour créer des petites familles. Donc les chauves-souris également. L'éclairage a été adapté pour accompagner cette biodiversité, c'est-à-dire que c'est au sol et en toiture uniquement des éclairages bas et qui vont vers le sol. L'escalier qui chemine autour du bâtiment, là encore on éclaire vers le sol. La température d'éclairage a été travaillée pour ne pas ressembler à de la lumière naturelle et ne pas perturber le rythme de vie des animaux. Et finalement, les seuls éclairages un peu complémentaires qu'on a, c'est la mise en valeur de la végétation sur les 4 grands pots aux angles avec des arbres de très grande hauteur qui a été mis en place. Donc on encourage au maximum toute la faune à venir s'installer sur ce bâtiment. Pour la petite histoire, c'est même ce qui a justifié le fait que cette serre soit aujourd'hui une serre où il n'y a pas de verre du tout, parce que en réalité le verre c'était très contre-productif pour les oiseaux. Donc finalement c'est une serre qui est très ouverte et qui autorise aussi toutes ces migrations d'oiseaux en plus des humains. Voilà. Je suis désolé, il va falloir penser à conclure si on veut juste. Eh ben, c'est parfait. Si on veut juste laisser 1 ou 2 minutes pour les questions. Merci beaucoup pour la présentation de ce beau projet. Je crois qu'il y a une question dans le fond de la salle. Ouais. On va vous apporter un micro, madame. Ah, 2 questions, en fait, autant pour moi. Allez-y. Je commence, pardon. Une petite question sur le bilan global. Donc là, on a à l'échelle du bâtiment une économie de carbone sur la pousse des végétaux. Est-ce que vous avez mis ça en regard de la biodiversité grise et de l'impact carbone hors site de faire de telles prouesses architecturales? Alors, le bilan carbone du bâtiment, si j'identifie la question, c'est un exercice qu'on a fait en phase de
de conception très en amont, qu'on est en train de refaire aujourd'hui avec des données plus précises au démarrage du chantier. Et aujourd'hui, en effet, alors, en fait, on sait qu'aujourd'hui, ramener une serre autour de ce bâtiment, ramener de la végétation, de la terre, du substrat, ça a un poids carbone. Donc, c'est une ambition qu'on avait aussi à titre social. Et aujourd'hui, on fait... Donc, ce n'est pas un travail qu'on a fini, qui est complètement abouti aujourd'hui, donc je n'ai pas une réponse à vous donner. Néanmoins, c'est vrai que c'est une vraie question et qu'aujourd'hui, c'est aussi un bâtiment... à l'agence chez MBRDB, on travaille beaucoup aussi en expérimentant les choses et en testant les choses. Donc, ce bâtiment, aujourd'hui, on connaît bien ses points forts et sa valeur ajoutée. Sur tous ces sujets-là. Et on étudie effectivement aujourd'hui le poids carbone. On fait des études comparatives de ce bâtiment avec et sans la serre. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de pourcentage ou de qu'est-ce qu'on rajoute quand on rajoute la serre. On sait ce qu'on rajoute en termes de qualité d'usage, mais on va voir ce qu'on rajoute en termes de carbone. De la même manière, on fait l'exercice aussi dans la forme du bâtiment, c'est-à-dire si on fait un bâtiment vraiment parallélépipédique et qu'on enlève tous les pop-out, qu'est-ce qu'on enlève en termes de carbone au regard de ce qu'on a ajouté en termes de qualité d'usage des appartements qui gagnent aussi des orientations très différenciées. Donc, c'est sûr qu'il y a un poids, mais aujourd'hui, la balance entre le plus et le moins, elle nous paraissait toujours en faveur du plus et de la qualité qu'on propose dans ce contexte urbain-là. La balance de l'opération est plutôt positive. Donc, je crois qu'il y avait une deuxième question dans le fond de la salle. Oui. Alors, j'ai 3 questions, en fait. Alors, d'abord, quelles sont les évaluations en termes de sécurité de cet escalier autour de l'immeuble, sachant qu'en plus, en bas, il risque d'y avoir une venelle ouverte au public. Et puis, par ailleurs, même entre étages. Donc, c'est une première question. Seconde question... puisque l'entretien, en fait, finalement, des parties privatives, entre guillemets, est fait en copropriété, donc avec un goutte-à-goutte, puisque certains ne sont pas censés savoir jardiner, par exemple, quel est l'impact sur les charges de copropriété, notamment, sachant qu'il y a différents statuts de logement dans cet immeuble. Troisième question, 3 questions les balcons sont-ils suspendus ou intégrés ? Là, je pense aussi à la sécurité des balcons qui, comme vous le savez, depuis un certain temps, les plus récents des balcons posent quelques petits problèmes. Voilà 3 questions. Alors, la première, c'était... Alors, la première, c'était la sécurité sur l'escalier et l'ouverture au public. Alors, on n'a pas forcément la même réponse. Alors, pour ce point-là, en fait, si je comprends bien, il y a 2 questions dans cet escalier. La première, c'est qu'est-ce qui se passe si je suis au 15e étage, qu'il y a du vent, est-ce que je tombe? Oui, non. Et la deuxième, c'est plus une sécurité par rapport à des pénétrations extérieures qu'il pourrait y avoir sur le bâtiment. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à revenir sur la première slide. Le démarrage de cet escalier, il est à l'intérieur du hall au rez-de-chaussée. En fait, il vient percuter le mur rideau, le mur rideau qui est de part et d'autre du hall. Donc, on accède au démarrage de l'escalier une fois qu'on est dans le hall. Ouais, en fait, cet escalier, il est accessible à tous les habitants, mais uniquement aux habitants. Uniquement aux habitants. Alors, après, la rencontre entre les habitants, elle est clairement favorisée. C'est aussi un parti pris sur ce projet d'autoriser tout le monde à cheminer sur cet escalier, mais dans la limite des habitants de l'immeuble. Il est ouvert au public de l'immeuble. Voilà. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre première question. Ensuite, pour ce qui est de l'entretien des parties privatives et l'impact sur les charges, donc on a fait une étude de charges spécifique sur ce projet. Alors, j'ai plus les montants précis en tête, mais comme on n'est pas IGH par rapport à un immeuble de cette taille-là, on est dans quelque chose de tout à fait classique. En fait, il faut savoir qu'on parle d'un entretien. Les plantes, elles ont aussi été pensées pour être des essences et locales et assez robustes. Donc, l'entretien commun, on parle de 1 à 2 fois par an sur de l'entretien un peu important. Donc, c'est pas une prestation hyper luxueuse. L'idée, c'est vraiment que aussi chacun s'approprie
ces jardinières qui font partie des espaces extérieurs des appartements. Et dans le règlement de copropriété, on a d'ailleurs laissé une part d'interprétation ou d'initiative de chacun sur la possibilité de planter une partie de la jardinière ou de remplacer certaines essences. On doit garder, je dirais, 75% ou une certaine proportion de plantes qui sont définies par la paysagiste, parce que c'est aussi ce qui est cohérent avec à la fois l'orientation, le bâtiment et le positionnement. Mais l'idée, c'est aussi d'encourager l'appropriation quand même. Et la dernière question qui concernait les balcons. Alors sur ce projet, en fait, le bâtiment et la serre sont deux entités structurellement différentes. C'est-à-dire que tous les balcons sont portés par la charpente métallique, la serre, et le cactus, le bâtiment béton, et une autre. Ils se touchent, ils se connectent, mais structurellement, c'est deux entités différentes. Donc les balcons en fait sont suspendus sur la serre directement. Les balcons sont portés, ils ne sont pas suspendus, en fait ils sont portés par la serre, par la charpente. Quoi. Oui. Merci pour ces 3 réponses. Il y en avait une troisième, je crois. Ouais. Oui, bonjour. Vous avez répondu à une partie de ma question. C'était toujours autour de cet escalier, que c'est quand même les gestes un peu plus significatifs de l'opération, surtout en termes d'usage, pour rejoindre ces beaux rooftops. Je voulais savoir si étant donné que c'est un escalier secondaire, c'est pas l'escalier principal qui j'imagine, j'ai pas vu bien les plans, mais doit être cloisonné. Comment on amène du monde, pourquoi on monte, est-ce qu'il y a un usage particulier sous les toits, est-ce qu'il y a vu que c'est très haut, est-ce qu'il y a des zones intermédiaires dans les moments de montée, de belvédère, etc. Je voulais savoir comment cette sorte de parcours de promenade architecturale se fait et pourquoi on y va, vu que c'est quand même réservé aux résidents. Et aussi, je voulais savoir, parce que je vois pas très bien de loin, je voulais savoir la distance entre la mise à distance entre la façade et cet escalier. Voilà. Alors, et la largeur qu'il fait. Voilà. Okay. Alors, la largeur, effectivement, c'est un escalier qui n'est pas très large, parce qu'effectivement, on a tout de suite déterminé que ce n'était pas une issue de secours, c'est vraiment un parcours secondaire qu'on utilise, mais pas c'est pas une issue de secours. Donc on s'est affranchi de pas mal de contraintes en décidant ça. Néanmoins, effectivement, monter du rez-de-chaussée au R18, il faut quand même le vouloir. Alors, cet escalier... 1,5 km sur 50 mètres de haut à peu près. Donc voilà. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'on a un peu accéléré, mais la toiture, c'est un vrai point fort de ce projet, parce que c'est une toiture qu'on a vraiment tout fait pour garder, partager et utiliser. Ce n'est pas une toiture technique. Donc, il y a 600 mètres carrés de rooftop, dont la moitié est végétalisée, et il y a aussi notamment un potager partagé qui a été développé avec Alice Tricon. Donc normalement, cette terrasse, on a envie d'y aller. On a aussi la fenêtre urbaine qui est au R+9, R+10, qui est un espèce d'espace intermédiaire qui est accessible depuis les couloirs, enfin les paliers communs. Et ensuite, on a l'escalier qui se déploie. Donc là, c'est vrai que ça a été un travail qui a été assez long avec Ogic pour arriver à déterminer. Nous, on aurait mis des escaliers partout. Et puis quand on regardait après l'aménagement de chaque appartement, on ne voulait pas qu'il y ait des vis-à-vis, qu'on ait un escalier devant chez soi. Donc, globalement, l'escalier, il n'est jamais collé à la façade. Il est toujours... En fait, la serre, elle fait une profondeur entre 4 mètres sur les pignons et 5 ou 6 mètres, c'est variable, mais c'est entre 5 et 6 mètres sur les grandes longueurs du bâtiment. Donc, il y a quand même la place. Et globalement, l'escalier... bon, après, il tourne parfois, mais il est la plupart du temps positionné vraiment dans la partie la plus extérieure de ces 6 mètres ou 5 mètres. Donc, on n'est pas directement devant. Et la plupart du temps, on a vraiment travaillé tous les logements et quitte à revoir le parcours de cet escalier pour qu'il ne passe pas devant les espaces de vie, devant les séjours. Et donc, pour le ponctuer, les accès à cet escalier, on accède depuis donc, le rez-de-chaussée, le R+9 ou le R18. Donc, c'est vrai que ça reste des parcours qui sont assez longs. Néanmoins, on passe aussi par-dessus certains pop-out qui sont aussi des espaces partagés
Donc on espère se dire qu'on va monter 3-4 étages ou en descendre autant pour accéder à un espace partagé de plus petite dimension ou atteindre la fenêtre urbaine ou la toiture via cet espace de rencontre et de pratique. Et c'est sûr qu'il faut quand même être volontaire pour pratiquer ce 1,5 km, mais on a bon espoir qu'on le fera. Oui, c'est bon pour le cardio. Merci beaucoup Charlotte Kens, architecte et chef de projet à l'agence MVRDV, et Adhémar de Joigny, responsable de programme chez Ogic, pour la présentation de votre projet LASER. Je ne sais pas si vous comptez rester un petit peu, si éventuellement les gens veulent venir voir la maquette de plus près. La maquette est là, et puis si vous avez d'autres questions... Voilà, de toute façon, on s'arrête là pour ce matin. Merci à tous pour votre présence et votre attention. Vous pouvez aller reprendre des forces autour d'un bon déjeuner. On se retrouve tout à l'heure. Bon appétit. Okay.